Monsieur Guy Tyrolien, bonjour. Dans le cadre d'une interview que j'ai réalisée avec quelques personnes de Capesterre, dont une personne que vous connaissez sûrement, Monsieur Courtou, ce dernier m'a indiqué que vous habitiez à Marie-Galante, chose dont je n'étais pas au courant. Tout de suite, je lui ai indiqué que ça m'intéressait de faire une interview de Monsieur Guy Tyrolien. Il m'a conseillé de venir vous voir et que vous me recevriez certainement, et c'est ce qui fut fait. Donc aujourd'hui, on a pris rendez-vous, on est présent. Donc je vous rappelle, c'est pour une radio Tropique FM qui se trouve dans la région parisienne. Et nous allons essayer de parler de vos œuvres et en premier lieu votre biographie, parce que je crois que c'est très important que vous vous présentiez à l'ensemble des auditeurs antillais, guyanais, réunionnais qui nous écoutent, puisque la plupart des auditeurs sont de cette origine, donc origine des DOM, et c'est très important que ces personnes vous connaissent. Donc je vous passe le micro et merci d'avance. Permettez-moi de vous remercier et de remercier à travers votre personne l'organisation que vous représentez, Tropique FM, pour le travail intéressant qu'il fait et qu'il déploie au niveau de la diaspora parisienne, diaspora nègre vivant à Paris. En ce qui concerne ma biographie, je ne voudrais pas être très long, mais comme vous pensez que ça peut intéresser vos auditeurs, je vous dirai quelques étapes de ma vie. Je suis né à Pointe-à-Pitre en 1917, mais je suis originaire de parents marie-galantais et j'ai vécu la majeure partie de mon enfance. Ayant séjourné dans diverses communes de la Guadeloupe, notamment à Pointe-à-Pitre, Saint-François, Bémao et Mornalo, où mon père a exercé des professions de directeur d'école, je suis arrivé à Marie-Galante en 1925, âgé de 8 ans. L'un des souvenirs les plus marquants de cette période, à mes yeux, c'est l'élection de mon père comme maire de Grandbourg, Marie-Galante, en mai 1925. Je fus fasciné par l'éclat de la fête organisée pour les cérémonies d'investiture. Beaucoup de manifestants, des chevaux, des cavaliers avec beaucoup de fleurs, des fleurs de flamboyantes. Cela m'a tellement marqué que jusqu'à présent, lorsque j'évoque Marie-Galante, c'est à quoi je pense. Et à cette atmosphère de joie populaire dans un cadre tropical, un cadre de fête. Après avoir obtenu mon certificat d'études primaires et avoir passé avec succès l'examen du concours des bourses en 1930, je quitte Marie-Galante. J'étais alors âgé de 12 ans. Arrivé à Pointe-à-Pitre, ce fut pour moi un arrachement, car j'avais vécu à Marie-Galante les meilleures années de mon enfance, et de quitter l'île m'a beaucoup bouleversé. J'y avais mes habitudes, mes camarades de jeu, et j'avais quelque appréhension à aborder la vie urbaine et citadine de Pointe-à-Pitre, qui pour nous à l'époque paraissait une grande ville. Après des études secondaires relativement satisfaisantes au lycée Carnot, à Pointe-à-Pitre, j'ai obtenu mon baccalauréat et j'ai quitté la Guadeloupe en août 1936 pour entrer au lycée Louis-le-Grand à Paris à la rentrée scolaire comme pensionnaire. Je pris alors connaissance de mon retard culturel et dû m'imposer un surcroît de travail consistant en beaucoup de lectures et d'autres activités, cinéma, théâtre, conversation, et pour essayer de rattraper ce retard. Nous étions à l'époque à Paris, au lycée, 4 Antillais, dont Albert Béville, mon condisciple depuis la 6e, et qui s'est fait connaître en littérature plus tard sous le pseudonyme de Paul Niger. Il a écrit un roman et divers poèmes qui ont été très largement commentés dans les milieux littéraires africains. Je suis entré à l'École nationale de la France d'Outre-mer en 1939 et j'en suis sorti comme élève administrateur
à 1943. Entre-temps, j'ai été fait prisonnier de guerre. Je suis resté en captivité pendant 2 ans. J'ai été quelque temps en compagnie du poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, que j'ai fort bien connu, et avec lequel nous avions de fréquentes conversations. Nous sommes restés en relation très étroite, même après la captivité, et j'ai milité avec lui sous le plan de la négritude pendant de longues années. J'ai vécu la période d'occupation allemande à Paris, que j'ai quitté en août 1944 pour prendre mon service en Afrique. J'ai pris alors contact avec, par l'Algérie, avec le continent noir, et je suis arrivé à Dakar en octobre 1944. Là, j'ai commencé ma carrière administrative. J'ai été administrateur dans différents territoires d'Afrique, notamment la Guinée, le Soudan français à l'époque, actuel Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et encore le Niger. Après un certain nombre d'années, j'ai été recruté comme représentant de l'Organisation des Nations Unies au titre de représentant résident en Afrique pour la coordination de l'aide internationale en matière de développement économique et social. J'ai passé donc à peu près une dizaine d'années comme représentant de l'Organisation des Nations Unies en Afrique et j'ai terminé au Gabon en 1975 et je suis passé après cela au Nigeria où j'ai été conseiller culturel de Alioune Diop qui organisait le 2e festival des Arts Nègres. Voilà en gros les étapes, rapidement esquissées, les étapes de ma vie personnelle. Je suis entré en Guadeloupe en 1977 avec une pension de retraite et j'ai été frappé d'une maladie assez grave quelques années après, c'est-à-dire en 1980, 79 je crois que 79. Et depuis, je suis en quelque sorte fixé à Grand-Bourg de Marie-Galante, où je passe... je ne dirais pas mes derniers jours, mais où je suis pour définitivement installé jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose que je ne souhaite pas. Je vous souhaite une bonne retraite paisible. Et maintenant, vous allez certainement nous parler de votre œuvre et puis par là même nous citer quelques poèmes. Et là-dessus, peut-être que je pourrai intervenir de temps en temps. On verra de toutes les façons. Merci. En ce qui concerne mon œuvre, elle n'est pas énorme. Elle consiste essentiellement en 2 ouvrages, un recueil de poèmes intitulé Balles d'or et un recueil de nouvelles intitulé Feuilles vivantes au matin. Balles d'or, ce sont des poèmes et de circonstances que j'ai écrits à l'occasion de manifestations culturelles estudiantines au départ et sous les conseils pressants de quelques-uns de mes amis, notamment Alioune Diop, le fondateur de la maison d'édition en présence africaine. Je les ai réunis plus tard en les complétant par quelques poèmes écrits en Afrique ou en France et j'ai publié le tout en 1961. C'est un recueil composé de poèmes, comme je vous l'ai déjà dit, écrits à des intervalles de temps plus ou moins éloignés et qui reflètent les préoccupations que j'ai eues à différentes époques de ma vie, n'est-ce pas, préoccupations d'ordre culturel généralement, et des souvenirs en quelque sorte. Le titre du recueil, c'est une image poétique qui exprime ma volonté de résumer ce qu'il y avait à dire de façon en quelque sorte définitive, dans un langage essentiellement poétique. Cet ouvrage porte la trace des poèmes que j'ai écrits avec une volonté de concision, d'intensité dans l'expression et surtout avec en arrière-plan la volonté, l'espoir de faire quelque chose qui vaille par la perfection du style. Après Balles d'or, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'intitule Feuilles vivantes au matin. Le titre est emprunté à un poème de Saint John Perse, le célèbre poète guadeloupéen Saint John Perse qui a été prix Nobel de littérature. Et parce que c'est un vers qui termine
le poème qui vient après Anabase, dont les vers sont les suivants. Feuilles vivantes au matin sont à l'image de la gloire. J'ai utilisé la prose de préférence à la poésie parce que j'avais eu l'impression après Baldor que l'ouvrage n'avait pas eu l'impact que j'avais souhaité au niveau des très jeunes. Et je me suis demandé est-ce que ce n'était pas à cause de l'utilisation des images du style poétique qui offre quand même des difficultés pour un public non averti et non rompu aux prouesses aux difficultés du langage poétique. Donc j'ai choisi la prose et je me suis efforcé d'utiliser un langage assez clair, relativement simple, pour rendre avec beaucoup plus de facilité un certain nombre d'impressions fugitives et un certain nombre de réflexions qui suscitées par les problèmes de contact de culture et de civilisation et les problèmes d'identité en ce qui concerne les peuples de la diaspora et les peuples de culture noire. Je pense que dans Feuilles vivantes du matin, je pourrais relever certains extraits qui sont de nature à illustrer pour vos auditeurs l'émission que vous avez bien voulu m'accorder. Monsieur Tyrolien, comme vous avez commencé par Baldor, on va respecter la chronologie. Vous allez nous réciter un poème qui fait partie du recueil de Baldor. Alors on vous écoute. Je crois que c'est la prière du petit enfant nègre que tout le monde connaît. C'est un poème qui a eu une certaine fortune, qui a beaucoup circulé parce qu'il a été repris assez tôt dans des anthologies à usage scolaire. Je vais donc essayer de vous le réciter. Je ne sais pas si ça sera réussi parce qu'en somme, je n'ai plus l'état d'esprit d'un enfant, ni d'un jeune écrivain, parce que j'ai écrit ça, j'avais à peu près 22 ans. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de temps, il y a très très longtemps. Prière d'un petit enfant nègre. Seigneur, je suis très fatigué, je suis né fatigué, j'ai beaucoup marché depuis le champ du coq, et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école, faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les sentiers brûlés, que longent vers midi les mares assoiffées. Je veux dormir ma sieste au pied d'un lourd mendier. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs et que l'usine, ancrée sur l'océan des Cannes, vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Il raconte qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville, aux messieurs comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir, comme ils disent, un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries où sont les sacs repus, que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune. Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés, écouter ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de compère Lapin, et bien d'autres choses encore qui ne sont pas dans leurs livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici? Et puis, elle est vraiment trop triste, leur école, triste comme ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut, qui ne savent plus danser le soir au clair de lune, qui ne savent plus marcher sous la chair de leurs pieds, qui ne savent plus compter les comptes aux veillées. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Merci Monsieur Tyrolien pour ce poème, d'autant plus que je l'ai appris lorsque j'étais à l'école et j'avoue que j'oubliais un certain nombre de passages, de paragraphes et qui sont très très bien. Je crois que les éditeurs qui découvrent ce poème, s'il y en a, ou ceux qui se remémorent un peu ce qu'ils ont appris à l'école,
vont trouver quand même un certain, je dirais, une certaine actualité. Certaine actualité, parce que tout ça, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que vous décriviez lorsque vous aviez 22 ans, il y a au moins 40 ans, ou 40 et quelques années. Bon, je crois que vous allez nous lire un autre de Baldor. Oui, je vous lirai le poème intitulé Marie-Galante, qui ouvre le recueil et pour lequel j'ai une grande dilection, parce que c'est le cadre de ma vie et de mon enfance, et aussi le cadre auquel je rapporte l'essentiel de mes préoccupations et de mes soucis. Marie-Galante, est-ce ivresse déjà que vos robes m'ont versé, ou si c'est la magie du pays retrouvé? Voici gronder en moi sourdement, sourdement tous les volcans de mon passé. Et voici s'épanouir pâles fleurs explosant parmi la paix du soir tous les fantômes qui furent moi. C'est ici qu'une erreur guida leur caravelle et que beaucoup moururent sous les mancenilliers d'avoir voulu goûter à la douceur des fruits. L'or qu'ils venaient chercher, ils ne l'ont point trouvé. Mais moi je suis venu pour faire pousser de l'or. Je ne me rappelle plus d'où. Un jour je suis venu pour faire pousser de l'or. Je ne me rappelle plus quand. Et dès le pur matin sifflait le vol des fouets, et le soleil buvait la sueur de mon sang. Si je riais en ce temps-là, ô ces yeux que dans l'ombre allumait le tafia, ô nos muscles le soir retrouvant leur vigueur, les soucougnants glissaient dans le cœur de la nuit, des incendies parfois ravageaient les romeries, d'étranges ponches flambaient, réchauffant le sang vert des mares endormies. Des prêtres sans soutane dansaient la bamboula, et les nonnes sanglantes pleuraient leurs seins coupés. En ce temps-là, qui fut le temps de la violence, les aubes se levaient dans des ciels nausés. Depuis vint la douceur, depuis vint la rosée, mais si fugace, hélas, et de quel prix payé. Ô sœur de mon printemps, te souvient-il de mon départ, de ces wagons bruyants et taciturnes que hantait l'odeur fade de nos morts en sursis et du vin répandu? Te souvient-il des aveux mensongers de ta frêle romance? Le refrain s'est brisé dans le fracas des bombes, seul dans les ténèbres où tout s'est écroulé, et perles dénouées jetées à quel pourceau, seul scintillent à vif les éclats de ton rire d'or natif. L'homme alors m'approcha et son parler fut bref. Dépose là ta race, ton passé, ton pays, ne fais pas musique de la souffrance humaine, camarade. En diamant de feu pour le plaisir des yeux, néglige l'injustice, camarade. Tiens, voici mon marteau. Nous briserons ensemble les idoles pourries, et voici ma faucille. Nous couperons ensemble les blés déjà levés. La foudre de ces mots, dans mes deux poings fermés, vers nos frères méconnus par l'Europe sereine, un jour je suis parti. Sur l'écorce ridée des idoles barbues, mon marteau s'est brisé, et ma faucille s'est usée sous les silex moussus des préjugés du sang. Me voici nu, revenu sur le sol nu, où plongent les racines de mes plantes anciennes, et dans ma tête chevelue s'éveille le ramage des images feuillues, et sur l'azur menteur de la mer Caraïbe, voici monter vers moi la puissante marée des souvenirs qu'on ne tue pas. Encore merci, je ne vais pas ajouter de commentaires parce que ça ne se fait pas, mais décidément, je crois que les auditeurs de Tropique FM en auront, je dirais, une expression, en auront pour leur compte. Puis-je vous demander de nous citer un autre poème d'un autre genre, mais qui fait partie du même recueil, je crois. Je vous réciterai un poème que j'aime beaucoup parce qu'il touche également à beaucoup de problèmes qui sont d'actualité et qui ont des résonances tant philosophiques que politiques, qui peuvent donc être d'un grand intérêt pour vos éditeurs. Ce poème s'intitule « Adieu, adieu foulard ». Nous ne chanterons plus les tristes spirituels désespérés. Jacques Roumain, poète haïtien.
Non, nous ne chanterons plus les défuntes romances que soupiraient jadis les doudous de miel, déployant leurs foulards sous nos plages de sucre pour saluer l'envol des goélettes ailées. Nous ne pincerons plus nos plaintives guitares pour célébrer Ninon ou la belle amie. Le cristal pur des rires, le piment des baisers, ni les reflets de lune sur l'or des peaux brunes. Nous ne redirons plus ces poèmes faciles, exaltant la beauté des îles fortunées, odalisques couchés sur des tapis d'azur que caresse la laine des suaves alizés. Nous unirons nos voix en un bouquet de cris, à briser le tympan de nos frères endormis, et sur la proue ardente de nos îles, les flammes de nos colères rougeoiront dans la nuit un boucan d'espérance. Nous obligerons la fleur sanglante du flamboyant à livrer au cyclone son message de feu, et dans la paix bleutée des aubes caraïbes, nos volcans réveillés cracheront des mots de soufre. Mais forts de la nudité riche des peuples sans racines, nous marcherons sereins parmi les cataclysmes. Bon, toujours pour Tropique FM et surtout ses auditeurs, je crois que M. Tyrolien, vous êtes prêt à nous lire un certain nombre de passages de choses, d'autres choses que vous avez écrites et qui seront intéressants pour les auditeurs de Tropique FM. Alors, je vous passe le micro et vous nous précisez en fait ce que vous allez nous lire. Pour ceux de vos auditeurs qui seraient d'origine marie-galantaise, je pense qu'il serait bon que je lise peut-être un long passage, mais qui ne sera pas dépourvu de saveur pour eux, ni qui évoqueront beaucoup de souvenirs, de longs passages qui se rapportent à notre île. Ça remonte à l'époque de mon enfance. Ce sont des reconstitutions en quelque sorte qui permettent de se reporter à une période déjà presque révolue. D'ailleurs, ça s'intitule « Une époque révolue ». En ce temps-là, la liaison avec les îles se faisait par des bateaux à voile que nous appelions des barges et par quelques rafiots mal rafistolés qui portaient des noms charmeurs et éclatants, Balata, Marie-Galante, Trois-Îlets. Les jours de départ, on se réveillait bien avant l'aube. On se traînait par les rues désertes, ployant sous le fait des charges excessives, paniers caraïbes, couilles fabriqués à partir de calebasses coupées, bassines émaillées, mâles coffres bardés de ferraille, petits paquets encombrants au ficelage capricieux qui nous sciaient vicieusement les doigts. À des centaines de mètres, on entendait déjà les clameurs guerrières d'une foule où dominait la voix glapissante des femmes et qui prenait d'assaut les grilles de la Compagnie Générale Transatlantique, dont les entrepôts d'une symétrie désespérante portaient chacun à son front, comme un œil de cyclope, une ampoule électrique clignotant faiblement dans la brume du petit matin. Après une heure ou deux d'attente, de piétinement, de cris, de bousculades, on était enfin admis dans l'enceinte des quais où l'on s'engageait, troupeau de bêtes résignées, sur l'étroite passerelle de planches branlantes qui menait au bateau. Là, dans l'amoncellement des corps et la forêt des membres entremêlés, on se creusait son trou comme on pouvait, en s'installant pour la durée de la traversée, et résonnait alors dans nos entrailles le cri strident des sirènes. Je me précipitais contre la rambarde pour voir s'éloigner des quais avec leur cargaison de parents et d'amis, dont les adieux emphatiques se prolongeaient jusqu'à ce que nous les eussions perdus de vue. Le voyage durait une éternité. Nous réveillions d'un sommeil long, touffu, que hantait la plainte monotone du navire, rythmiquement secoué par la fureur des flots, pour voir surgir, radieuse à l'horizon, la baie de Saint-Louis avec sa ceinture de plages blanches et les petites cases du bord de mer recroquevillées à l'ombre des cocotiers. De Saint-Louis à Grandbourg, c'était une vraie fête. Le bateau longeait la côte de Fort-Près. Nous reconnaissions au passage la pointe boisée de Follance, la double cheminée de l'usine de Retz, la route de calcaire escaladant le mort de Canada, la crête déchiquetée de la Cible, les ruines du vieux fort et la petite jetée en bois du port de Grandbourg.
Les partisans de mon père nous escortaient à l'arrivée jusqu'à une maison amie, située en bordure de la savane, où s'érigeait la croix Mission au milieu d'un troupeau de bœufs en liberté. Sous le hangar couvert de tôle se déroulaient les fastes de banquets interminables, entrecoupés de violentes discussions que le rhum alimentait. Puis venait la cascade des discours fleuves, ponctués d'applaudissements frénétiques. La langue française se transformait en pur matériau sonore que des virtuoses de la cadence et du rythme, apportés par le génie d'improvisation, manipulaient avec une maestria éblouissante. La maison ancestrale n'était qu'un magnifique observatoire d'où je pouvais, par les matinées claires, toucher du regard la Dominique avec ses hauteurs nettement découpées sur un fond de ciel bleu, et s'élevant dans l'air limpide, la fumée de ses boucans. Mes grands-parents avaient transformé en boutique une bicoque placée juste au coude de la route, où s'arrêtaient souvent le dimanche les habitants des hameaux environnants qui se rendaient au bourg pour assister à la grand-messe. Les cabrouets à bœufs s'annonçaient de loin par le claquement des fouets et par une forte odeur de bétail éparse dans le vent frais du matin. Aussi par les rires et les joyeux propos des campagnards endimanchés que secouaient comme des pruniers la trépidation saccadée des attelages peinant dans les ornières. Les hommes descendaient pour nous donner le bonjour et se restaurer d'une cassave de manioc trempée dans du lait ou de morceaux de pain accompagnés d'un bout de morue, sans parler bien entendu du traditionnel décollage, coup de rhum sec que l'on avale d'un trait sans sourciller. Les femmes, du haut des charrettes pleines à craquer, échangeaient avec nous à voix criarde les dernières nouvelles tout en hélant de temps à autre leurs hommes, apparemment peu empressés à reprendre la route. Mon grand-père, à l'aise dans son costume du dimanche, cravate noire, gilet et chaîne de montre, fourbissait allègrement son français des grands jours dans des discussions d'une étourdissante diversité. Tout y passait, la politique, l'économie, la religion, les femmes, l'amour, et même d'austères considérations métaphysiques sur la mort et l'au-delà. Ma première initiation à l'humanisme reste étroitement liée à la saveur de ces controverses dominicales que parfume dans mon souvenir une inoubliable odeur de rhum, de cassave et de morue. La politique chez nous se pratiquait comme un sport parfois sanglant, qui tenait à la fois de la corrida et de la vendetta, avec derrière Roland de guerre tribale. On était pour ou contre de père en fils, sans nuance et sans précaution, et quand pour des raisons aussi soudaines qu'obscures, un chef de file retournait sa veste, tout le clan suivait comme un seul homme. Dans ces combats confus, les femmes n'étaient pas, croyez-moi, les moins engagées. Elles soutenaient la loyauté des mâles par une floraison de chansons satiriques dont les couplets vengeurs et bien rythmés voltigeaient de lèvre en lèvre comme des guêpes. C'était le temps de la violence, mais une violence, si je puis dire, joyeuse et bien portante, à l'image de ce pays où le soleil et la pluie s'épousent et s'entrelacent pour la délectation des âmes éclectiques, qui goûtent fort que les contraires s'accouplent et que le diable parfois marie sa fille derrière l'église. Et puis venait le carnaval avec ses cortèges de masques, la mort qui vous enveloppait de son suaire et vous transperçait cruellement de 1000 piqûres d'épingles, les Congos qui frottaient contre le vôtre leur corps enduit de suie et de goudron, les diables dont la tête ornée de miroirs et surmontée de cornes de bœuf était horrible à voir, et nous, qui, tremblant de peur, mais n'osant l'avouer, suivions le cortège à distance respectueuse, prêts à détaler si un masque avançait brusquement dans notre direction. Il y avait aussi la Semaine Sainte, avec ses concerts de crécelle à vous vriller le tympan, et la salle paroissiale archi-comble, où l'on passait et repassait chaque année le même film, celui de la Passion du Christ. Et chaque année, aux mêmes endroits, la salle éclatait en hurlements unanimes pour avertir Jésus d'avoir à se méfier de Judas Iscariote, ce pelé, ce galeux que l'on conspuait jusqu'à perdre la voix. Samedi Gloria, c'était le retour des cloches, célébré par des carillons frénétiques, et nous nous élancions comme un vol de perdrix
vers la plage la plus proche pour nous jeter à l'eau, tous ensemble, dans une triomphale apothéose d'écume. La mer, les îles, décor de mon enfance. Insulaires, en effet, nous l'étions doublement, condamnés au sein d'un archipel minuscule à tourner en rond dans l'assiette renversée qui nous tenait lieu d'univers, avec sa superficie dérisoire et ses collines orgueilleuses, se haussant sous la pointe de leurs pieds, sans le moindre espoir de jamais atteindre la taille de la tour Eiffel. Mon île, cannes à sucre, déroulant à perte de vue un flot soyeux de chevelure argentée. Le nègre, la canne, noués l'un à l'autre par des siècles de symbiose et d'exploitation. Les vieux moulins à vent qui refusent d'écouter le message de la brise océane et dont les bras découragés pendent lamentablement au sommet des mornes calcinés. Encore merci. Effectivement, les auditeurs vont peut-être se rendre compte que je remercie souvent Monsieur Guy Tyrolien parce que je n'ose dire quoi que ce soit d'autre après ses proses ou ses poèmes, de peur d'ailleurs de trahir les auditeurs eux-mêmes, puisque je crois que s'ils étaient comme moi en face de Monsieur Guy Tyrolien, ils auraient peut-être des questions à lui poser. Alors je n'ose pas en poser, moi, de peur de les trahir. Et j'aimerais plutôt, à la limite, que Monsieur Guy Tyrolien, si vraiment, après tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a récité, tout ce qu'il nous a... en fait, il a imprégné tout le monde de tout ce qu'il a écrit. Si, en l'occurrence, en 1985, puisqu'on est en juillet 85, il avait un message à passer, ou il avait un mot à dire aux éditeurs de Tropique FM, aux Antillais, Guyanais, Réunionnais, à ces Domiens, à ces personnes, justement, le peuple, en l'occurrence antillais, plus particulièrement le Guadeloupéen, s'il avait un message à passer ou s'il avait un témoignage à porter, s'il avait quelque chose à ajouter, parce que je ne sais pas quelle question lui poser aux Guadeloupéens vivant en France, je dirais que je suis tout oui et les éditeurs guadeloupéens sont tout oui. Je n'aime Pierre utiliser la procédure des messages, parce que je ne pense pas que la littérature soit essentiellement l'occasion de se répandre un message prophétique ou un message politique, ainsi de suite. Mais il est certain que nos peuples vivent une situation historique et qui est tellement chargée de signification que la tentation peut être grande de se transformer en donneur de leçons, en prophète. Je ne voudrais pas me laisser gagner par cette tentation-là. Ce que je dirais, c'est, je dirais à mes compatriotes que j'ai vécu ce qu'ils connaissent. J'ai été moi-même longtemps dans la diaspora. J'ai été longtemps ballotté entre l'Afrique, la Guadeloupe et la France. Je sais donc la nature des problèmes qu'ils ressentent, les préoccupations qu'ils ont d'habitude. Je pense que les choses ont changé, évidemment, peut-être pas toujours en mieux, peut-être même en pire parfois. Ce que je leur conseille, c'est, mais je n'ai pas de conseil à leur donner d'ailleurs, ce que je pense, c'est qu'ils vivent une vie intéressante malgré tout, très intéressante par les contacts qu'ils ont, par les échanges qu'ils connaissent, qu'ils vivent, qu'ils peuvent beaucoup apporter à leur pays d'origine, qu'ils sont des ambassadeurs sous la conduite et le comportement desquels on juge leurs compatriotes, qu'ils se mettent bien dans l'esprit qu'ils jouent un rôle considérable dans l'image qu'on se fait des Antilles et qu'ils ont énormément à faire pour mériter, tout de même pour mériter une image de marque qui nous soit profitable. Donc, ceci dit, je leur fais confiance, parce que je sais moi-même ce que c'est, et je ne m'étendrai pas là-dessus beaucoup. Je profite pour leur souhaiter bon séjour, de bonnes vacances s'ils viennent au pays. Nous sommes dans la période des vacances, reprendre force en touchant la terre natale, pour redémarrer encore en Europe, poursuivre leur carrière, que je leur souhaite fructueuse et chargée de bonheur. Au nom de tous ces auditeurs, alors je vous dis 1000 fois merci, Monsieur Guy Tyrolien, et puis à la prochaine, on ne sait jamais.